Alors, est-ce que tout le monde peut s'asseoir, les photographes, juste pour que ça marche. Et ensuite, on commence dès que vous avez terminé les images. C'est bon. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui un programme détaillé, chiffré, le plus rigoureusement possible. Je vous annonce tout de suite que je n'ai rien vu de tel chez les autres candidats à ces élections municipales. Mais avant les chiffres, je veux vous parler d'une idée simple. Une ville heureuse. Une ville heureuse, c'est une ville où l'on est heureux de vivre. Une ville habitable, en sécurité, admirée et prospère. Paris a tous les atouts pour être cette ville. Paris est la plus belle ville du monde, ça on le sait, mais Paris souffre. Paris perd ses habitants, 200 000 en 15 ans. Paris perd ses familles, ses commerces, son attractivité. Je ne suis pas là pour ressasser le passé, cette page est tournée, je suis là pour construire l'avenir. Pour construire un Paris qui mêle le meilleur de son héritage au meilleur de l'innovation, c'est-à-dire un Paris à la fois éternel et résolument moderne. Je commence par la méthode. Comment ai-je construit ce programme ? Pour chaque problème de la vie quotidienne des Parisiens, crèche, logement, circulation, saleté, insécurité, j'ai appliqué la même méthode. Identifier la racine du problème, regarder ce qui fonctionne ailleurs, en France, comme dans le reste du monde, mesurer comment la technologie va pouvoir nous aider, construire des solutions avec des experts de terrain, des ingénieurs, des commissaires, des mères de famille, des commerçants, des artisans taxis, des associations, et chiffrer intégralement chacune des mesures que je vais vous présenter. J'ai été magistrate à la Cour des comptes, alors j'ai appris ce que les chiffres pouvaient nous dire d'une politique. J'ai donc commencé par le budget. J'ai compris par quel trou béant disparaissaient les milliards prélevés dans nos poches. Ce programme est 0% idéologique et 100% pragmatique. Je me fiche de l'étiquette qu'on collera à chacune des mesures, car seul compte le résultat. Est-ce que cela améliorera la vie des Parisiens ? Voilà pour la méthode. Maintenant, le programme. Il tient en 4 piliers. 1. Une ville habitable. 2. Une ville en sécurité. 3. Une ville admirée. Et 4. Une ville prospère. Je commence par la ville habitable. Paris perd ses familles, je vous l'ai dit. Paris perd aussi ses enfants. Le nombre de naissances a chuté de 24% en 10 ans. Beaucoup de couples quittent la capitale à l'arrivée de leur premier enfant. Mais ceci n'est pas une fatalité. Je veux que les jeunes Parisiens puissent fonder une famille ici, élever leurs enfants ici, leur offrir le meilleur ici. C'est pourquoi je commence par eux. Les crèches. Commençons donc par ce qui empoisonne la vie des jeunes parents parisiens, trouver une place en crèche. Aujourd'hui à Paris, 7000 places sont vacantes. Les parents cherchent des places, il y en a, alors où est le problème ? Le problème, c'est le manque de personnel. Les crèches n'arrivent pas à recruter. Une accompagnante petite enfance gagne à peine plus que le SMIC. Avec un tel salaire, vous le savez, c'est impossible de se loger à Paris. La solution est simple, priorité au logement social pour les professionnels de la petite enfance. Salaire à l'embauche augmenté de 10% dans les crèches municipales. Car lorsqu'une demande ne trouve pas d'offre, c'est le prix qui doit s'adapter. Une application transparente pour l'attribution des places. Vous déposez votre dossier, vous suivez en temps réel votre position dans la file d'attente selon des critères clairs et publics. Avec ça, fini le clientélisme, fini les passe-droits et fini les galères d'inscription. Résultat, 7000 places ouvertes pour les familles parisiennes. Et sur l'école. Sur l'école, je mettrai fin à la guerre idéologique absurde qui est menée contre l'école privée. Quand les parents choisissent le privé, c'est qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants, comme tous les autres parents. Je les aiderai, je ne leur mettrai plus de bâton dans les roues, comme la mairie le fait trop souvent aujourd'hui. Sur le logement, Paris a perdu 50 000 logements à louer
depuis la mise en place de l'encadrement des loyers. Cette mesure, purement idéologique, a eu l'effet inverse de celui recherché. Moins de logements disponibles à cause de la pénurie, donc des loyers qui ne baissent pas. Je supprimerai l'encadrement des loyers. Quand une mesure produit l'effet inverse de celui qu'on avait recherché, on la supprime. Ça n'est pas du libéralisme, c'est de l'économie. Et j'arrêterai la course folle au logement social qui a endetté la ville de manière vertigineuse. À la place, je lancerai un grand plan d'accès à la propriété. Je veux que les Français puissent devenir propriétaires à Paris. Je veux abaisser les frais de notaire pour tous. Et nous vendrons donc 10% des logements sociaux à leurs occupants, moins cher que les prix du marché et avec exonération des frais de notaire pour les primo-accédants. À mes yeux, c'est cela, la justice sociale. La justice sociale, c'est aussi de donner la priorité, je vous l'ai dit, aux professionnels de la petite enfance pour le logement social, afin qu'ils puissent travailler à Paris. C'est baisser drastiquement les impôts des locataires comme des propriétaires, car le pouvoir d'achat, ce n'est pas l'argent que l'État leur donne, mais celui qu'il ne leur prend pas. La justice sociale, c'est permettre aux classes moyennes de vivre dans leur ville. La justice sociale, c'est rendre le stationnement abordable, simple et lisible. À ce sujet, sur la circulation, je proposerai par référendum aux Parisiens de rouvrir les voies sur berge aux voitures, tout en offrant aux piétons et aux cyclistes, juste au-dessus des voies sur berge, la plus belle promenade du monde. En effet, je ne propose pas de revenir en arrière, je propose de faire beaucoup mieux qu'avant. Je ne suis pas une idéologue, je garde ce qui marche, vous allez le voir, mais je retire tout ce qui ne marche pas. Paris a besoin de cet axe et l'a prouvé. Le trafic a explosé, les riverains subissent la pollution et le bruit. Mais il faut reconnaître que nous sommes nombreux à adorer nous promener sur cette voie, juste au-dessus de la Seine. C'est la raison pour laquelle je propose de construire 2 km de promenade pour les piétons et pour les cyclistes avec une vue spectaculaire sur tous les monuments de Paris. Les voitures retrouveront donc leur axe de circulation en bas, les piétons et les cyclistes gagneront en haut un espace bien plus agréable qu'aujourd'hui, bien plus large, bien mieux construit. Les bouquinistes seront remis en valeur, les familles avec des poussettes, les personnes en fauteuil roulant auront enfin un espace accessible pour eux. Au lieu de diviser les Parisiens entre automobilistes et cyclistes, nous créons de l'espace pour tous. Ce projet, je l'ai construit avec des ingénieurs, avec des architectes, je l'ai chiffré et je montrerai tout cela très bientôt aux Parisiens. À la fin, ce seront eux qui pourront trancher. Ensuite, j'améliorerai le service Vélib pour que le vélo en libre accès soit un service de bien meilleure qualité pour tous les Parisiens. Sur le périphérique, nous permettrons de circuler à 80 km/h, comme dans les autres capitales européennes. L'infrastructure a été conçue pour cela. Cela permettra de désengorger Paris de tous les axes de délestage qui sont aujourd'hui particulièrement congestionnés. Sur le stationnement, la première heure sera gratuite partout dans Paris pour que chacun puisse faire ses courses, déposer ses enfants, que les menuisiers, les plombiers, les commerciaux puissent voir un client, que les infirmières aillent chez un patient sans payer une fortune de stationnement. Le stationnement sera également gratuit entre midi et 14h pour soutenir nos restaurateurs et soutenir également le pouvoir d'achat de tous ceux qui sont forcés aujourd'hui d'ajouter 36 € de stationnement à leur addition s'ils veulent déjeuner à Paris. Et nous instaurerons enfin un tarif unique et raisonnable, 5 € de l'heure, la même dans tous les arrondissements et pour tous les véhicules. Surtout, nous utiliserons l'intelligence artificielle pour piloter les feux tricolores. Fini les feux rouges interminables devant une rue vide, les feux s'adapteront enfin au trafic réel, comme cela se fait ailleurs dans le monde et comme cela a été expérimenté dans d'autres communes de France. Les études scientifiques montrent aujourd'hui un gain moyen de 11% sur tous les trajets. C'est donc moins de bouchons, moins de pollution, moins de klaxons. J'ajoute un mot sur l'écologie. La vraie écologie, ça n'est pas l'idéologie, c'est le pragmatisme. Les feux tricolores pilotés par intelligence artificielle, c'est moins de voitures à l'arrêt, donc moins de pollution. La livraison fluviale par la Seine, ce sera moins de camions dans Paris. Un service Vélib de qualité, c'est encourager les Parisiens à continuer de faire du vélo
pour un prix abordable. Voilà l'écologie concrète que je propose. Pas des interdictions, mais des solutions. Une ville heureuse est aussi une ville en sécurité. Nous méritons le niveau de sécurité que nous avons connu pendant les Jeux Olympiques, mais toute l'année. Ça n'était pas un miracle, c'était une méthode. Présence policière constante, interpellation systématique, technologie en appui. Nous allons garder ce que les JO nous ont appris de meilleur. Alors je doublerai les effectifs de la police municipale pour atteindre 8000 agents. J'armerai la police municipale, comme 80% des polices municipales françaises, y compris dans des villes de gauche. Nous mettrons en place un plan d'interpellation systématique dans toutes les zones de non-droit et dans tous les quartiers sensibles de Paris. La colline du Crac, Stalingrad, la Porte de la Chapelle, la Goutte d'Or. Des patrouilles 24 heures sur 24, des contrôles, des verbalisations. Nous appliquerons la loi, tout simplement. En appliquant la loi, nous mettrons fin à toute occupation illégale de gymnases ou de locaux municipaux par des clandestins. Ces accueils sont un appel d'air. Il faut que Paris y mette un terme. L'intelligence artificielle, qui a si bien fonctionné pendant les JO, sera déployée pour détecter automatiquement les agressions et permettre une intervention immédiate, avec un immense respect accordé aux libertés publiques. Pas d'enregistrement, pas de visionnage s'il n'y a pas d'infraction. C'est bien plus respectueux qu'aujourd'hui, avec des opérateurs derrière les caméras en permanence, sans même qu'il y ait un délit. Et nous installerons des réverbères intelligents anti-agression. Dès qu'un crime est détecté, l'intensité lumineuse augmente pour signaler à l'agresseur qu'il est repéré. La patrouille la plus proche est alertée instantanément. La ville lumière doit protéger les Parisiens. Paris sera non seulement une ville heureuse, mais une ville admirée. Pour cela, la nouvelle mairie respectera la splendeur de Paris. Le mobilier urbain de Paris fait partie de son âme. Les bancs à view, les réverbères historiques, les grilles en fonte au pied des arbres, tout cela a été remplacé par du mobilier standard, sans âme. Nous restaurerons le mobilier urbain historique, quartier par quartier. Les nouveaux bâtiments devront s'insérer harmonieusement dans le paysage parisien, avec des façades cohérentes avec l'identité du quartier. Ce qui a fait la beauté de Paris, c'est cette exigence. Nous la restaurerons. Nous consacrerons 300 millions d'euros à la restauration des églises de Paris. Le chantier de Notre-Dame a montré l'excellence de nos artisans. Nous n'allons pas laisser cet élan retomber. Et retrouvons l'esprit de la fête à Paris. La fête de la musique, par exemple. Elle a été créée pour que des musiciens jouent dans la rue, pas pour que des enceintes géantes diffusent de la musique enregistrée. Retrouvons cet esprit originel. Retrouvons les illuminations de Noël, l'éclairage magnifique des réverbères avec cette teinte orangée, iconique de la plus belle ville du monde. L'identité de Paris, c'est aussi d'être toujours à l'avant-garde de l'innovation. Nous créerons une maquette numérique de la ville, un jumeau numérique de Paris qui nous permettra de simuler tous les projets avant de les réaliser. Fini les travaux sans fin. Fini les erreurs à répétition et les millions d'euros gaspillés. On teste sur ordinateur, on corrige et seulement ensuite, on construit. Et nous favoriserons la souveraineté numérique. Grâce à la commande publique, nous privilégierons nos acteurs du numérique. Les données publiques seront stockées sur des serveurs français, sécurisés, à l'abri des lois étrangères. Paris, ville lumière, doit montrer la voie de la modernité. Une ville heureuse est enfin une ville prospère. Or, la dette de Paris a été multipliée par 15 en 25 ans. 10 milliards d'euros de dette. C'est un scandale. C'est non seulement un scandale, mais c'est aussi un boulet quotidien. Plus de 500 millions d'euros par an, rien que pour rembourser la dette. Je m'engage à diviser cette dette par 2 en 10 ans. Comment ? Avec un plan de 10 milliards d'économies sur 10 ans. Nous baisserons drastiquement le train de vie des élus. La mandature sortante a compté jusqu'à 37 adjoints. J'en aurai 10.
Le cabinet du maire compte 145 collaborateurs. J'en aurai 30. Il y a 500 voitures de fonction pour les élus et directeurs. Nous en garderons 100 au maximum, car l'exemplarité commence par le haut. Puis, nous diviserons par 2 les effectifs municipaux à horizon 10 ans. Ce sera encore 3 milliards d'économies. Paris compte 55 000 fonctionnaires. C'est plus de 2 fois plus que l'ensemble des préfectures de France. C'est indéfendable. Pour y arriver, nous privatiserons le ramassage des ordures ménagères, comme Jacques Chirac l'avait fait pour la moitié de Paris en 1983. La Chambre régionale des comptes a montré que le privé faisait le même travail pour 27% moins cher. Pourquoi continuer de payer plus pour ce service ? J'imposerai une clause de reprise du personnel au prestataire qui sera en charge de la collecte, car il ne s'agit pas de mettre des fonctionnaires au chômage. Eux ne sont pour rien dans la mauvaise gestion de la mairie de Paris. Je ne remplacerai pas la majorité des 3 500 départs annuels naturels. Fin de contrat, départ à la retraite ou personnes qui changent tout simplement de poste. Et je redéploierai les effectifs vers les 2 domaines où nous avons besoin de plus de monde, petite enfance, je vous en ai parlé, et police municipale, je vous en ai parlé aussi. Nous arrêterons la course folle au logement social. La ville n'en a plus les moyens. Ce sera 5 milliards d'économies sur 10 ans, sans compter la vente de 10% du parc social à ses occupants sur le mandat, ce qui nous rapportera 10 milliards d'euros en 10 ans. Nous supprimerons les subventions aux associations politisées et militantes. Cela fera une économie d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Les associations qui favorisent l'illégalité, la clandestinité, qui attaquent systématiquement l'État ou qui prennent position dans des élections, notamment pour demander une sorte de barrage républicain, ces associations-là ne bénéficieront plus de la solidarité de tous, puisqu'ils excluent certains. Je passe aux baisses d'impôts, car toutes ces économies me permettront de baisser massivement les impôts des Parisiens. La taxe foncière sera divisée par 2 dès le premier budget. Pour un appartement moyen dans le 11e arrondissement, ce sera 1 500 € d'économie par an. Madame Hidalgo a augmenté la taxe foncière de 63% sans améliorer en face aucun service municipal. Alors je m'engage à rembourser le trop perçu de l'année précédente aux propriétaires occupants. Ce que la municipalité a injustement pris aux Parisiens, je le leur rendrai. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage seront également divisées par 2. Ces taxes, payées par les locataires comme par les propriétaires, peuvent représenter plus de 500 € par logement. Au total, c'est plus de 7 milliards d'euros de baisse de dépenses sur le mandat. Je résume. Dépensez moins pour taxer moins, pour que les Parisiens, qu'il s'agisse des familles, des particuliers ou des entreprises, gagnent plus. En bref, dépensez moins pour une ville plus heureuse. J'ai commencé par la méthode, je veux finir par la méthode. J'ajoute donc un dernier mot. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment où va l'argent des Parisiens. Avec moi, chaque euro dépensé sera traçable. Le budget sera lisible, accessible en ligne et compréhensible par tous. L'attribution des logements sociaux, elle sera transparente via une application où l'on peut suivre son dossier en temps réel. L'attribution des places en crèche, même chose. L'attribution des subventions aux associations, même chose. Les dossiers seront accessibles à tous les élus et plus seulement à celui qui en porte la demande. Les marchés publics, les grands projets, les critères de décision, tout sera public et transparent. Car la transparence, c'est la condition de la confiance. Et la confiance, c'est la condition de la démocratie. Avec moi, Paris ne sera plus un chantier. Avant d'engager le moindre travail sur l'espace public, nous appliquerons une méthode rigoureuse, en 5 étapes. 1. Consultation des riverains et des usagers pour identifier les problèmes. 2. Construction du projet avec des experts. 3. Simulation de l'impact grâce à notre maquette numérique. On pourra tout calculer, le trafic, le bruit, la pollution, le report sur les rues adjacentes, l'impact sur les commerces. 4. Adoption par référendum pour tout projet sur la voirie dépassant 10 millions d'euros. 5.
construction avec un bilan trimestriel de l'avancement. Fini les décisions prises en dépit du bon sens. Fini les marteaux-piqueurs qui détruisent ce qu'on a construit 10 ans plus tôt. Concrètement, la réouverture des voies sur berge et la construction d'une promenade au-dessus, référendum. Tout projet d'aménagement de plus de 10 millions d'euros, référendum. La vente du Parc des Princes, référendum. Contrairement à une simple consultation, le résultat du référendum aura une valeur exécutoire. Ce que les Parisiens décideront, je l'appliquerai. Une démocratie mature ne craint pas le jugement du peuple. Elle s'en remet à lui. Je ne suis pas là pour guider des moutons, mais pour réveiller des lions. En conclusion, mesdames et messieurs, au fond, ce programme tient en 4 mots. Une ville habitable, où l'on trouve une crèche, un logement et où l'on peut circuler. Une ville sûre, où on n'a plus peur nulle part et où la force revient à la loi partout. Une ville admirée, belle, innovante, fière de son héritage et tournée vers l'avenir. Une ville prospère, qui respecte votre argent et qui vous le rend. Bref, une ville heureuse. Le 15 et 22 mars prochain, les Parisiens auront le choix. Continuer le déclin ou créer le nouvel âge d'or de Paris avec le plus beau des objectifs, faire de Paris une ville heureuse. Je vous remercie. Posez vos questions, levez la main, on vous donne le micro et on enchaîne. Merci, présentez-vous, médias. Je vais prendre les questions 5 par 5 et je répondrai à tout. Bonjour madame. Bonjour, Mathilde Guénégante, TF1 LCI. J'ai une question sur le périscolaire qui est aussi un des sujets importants de cette campagne. Tout à fait. En la matière, quelles sont vos propositions? Et deuxième question sur les économies que vous voulez faire sur les dépenses de fonctionnement, notamment sur les adjoints cabinets. Est-ce que vous avez chiffré combien ça représente, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour Madame Knafo, Dounia Tenbourg, journaliste politique pour CNews. Vous avez un volet sécuritaire assez important dans votre programme. On parle beaucoup d'insécurité, surtout pour les femmes dans les transports parisiens. Est-ce que vous avez des propositions concrètes sur les transports en particulier? Okay. Bonjour, Pierrick Bonneau, France Info. Rachida Dati a annoncé hier qu'elle quitterait le ministère de la Culture avant les municipales. Est-ce que vous y voyez un signe et quel est ce signe selon vous? Ok. Non, plus encore. Je vous en prie. Oui, bonjour. Laurent Thévenin, Les Échos. Je veux savoir quel est le montant d'investissement que vous prévoyez par an et sur toutes les réductions d'impôts, ça représente quel montant annuel au global? D'autres questions? Ouais, je vais prendre toutes les questions d'un coup. Oui, bonjour. Léandre Raman du magazine Challenge. Vous dites vouloir vendre 10% du parc social parisien. Comment est-ce qu'on fait avec notamment la loi SRU qui oblige 25% par commune? Allez, ça fait 5. S'il y en a d'autres, je prends tout d'un coup. Élie Julien, Le Parisien. Le projet des voies sur berge aussi est un site classé et qui va même passer prochainement une nouvelle étape, SPR, site patrimonial remarquable. Est-ce que les ingénieurs avec lesquels vous avez travaillé vous ont expliqué qu'on pouvait construire quoi que ce soit quand aujourd'hui on ne peut pas faire une jardinière? Et une autre question sur le... J'y reviendrai après. Quel suspense? Le suspense est complet. D'autres questions? Non. Ok. Alors, je vais commencer donc par le périscolaire. Donc effectivement, une actualité tragique avec tout ce qu'on a appris. J'ai entendu certains parler d'outreau du périscolaire à Paris. Je pense que ça donne la mesure de ce qu'on a vécu et du traumatisme pour les familles. Donc pour le périscolaire, la première des choses, mais qui me semble être le b.a.-ba, c'est évidemment de contrôler les profils, d'arrêter ces recrutements à la va-vite, de faire passer donc au FIGES, donc le fichier
de contrôle pour voir si quelqu'un a été déjà signalé, s'il y a déjà eu un délit de cet ordre sur les enfants, et donc évidemment de refuser ces profils, de repasser systématiquement tous les 3 mois ces profils au fichier. Mais je pense que quand on donne ce genre de mesures, les familles sont même étonnées de savoir que ça n'existait pas par le passé. Donc ça me semble être le b.a.-ba, le contrôle, pour vérifier que personne n'a jamais rien commis qui pourrait laisser planer un doute. On applique beaucoup le principe de précaution pour de très nombreux sujets. On va y revenir pour d'autres thèmes. Je pense que rien ne mérite plus de précaution que les personnes auxquelles on confie nos enfants. Donc j'appliquerai le principe de précaution pour tout recrutement dans le périscolaire, comme évidemment pour le recrutement dans les crèches. Autre mesure sur ces histoires de périscolaire qu'on a beaucoup entendues. Quand on se pose la question dans qui les parents ont le plus confiance pour ce qui est de confier leurs enfants, la réponse qui est revenue le plus souvent dans toutes les consultations que j'ai faites, c'était dans les grands-parents. Les grands-parents sont des personnes de confiance pour garantir la sécurité des enfants, pour leur transmettre quelque chose, pour leur apprendre qu'il peut s'agir de l'histoire, mais aussi de la civilité, une forme d'éducation. Donc je privilégierai le recrutement de grands-parents, de personnes retraitées qui peuvent avoir ainsi un complément de revenus, qui seront embauchés à la vacation pour assurer les activités périscolaires. Donc je lancerai un plan d'embauche à la vacation, une fois de plus, de personnes retraitées, de grands-parents ou de parents d'ailleurs, qui peuvent avoir un moment à donner à un moment de la semaine pour ces activités périscolaires. Et ce sera donc la deuxième mesure, plus structurelle, car comme je vous l'ai dit, la première m'apparaît relever du b.a.-ba. Ensuite, il y avait une question sur le montant, je crois, le montant d'économie pour ce qui était des dépenses de fonctionnement. Donc j'ai parlé de 3 milliards d'économies à faire sur les effectifs de la ville de Paris. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, 55 000 agents. Et y compris, si on considère le fait que Paris est aussi un département, c'est déjà un taux d'administration qui est de l'ordre de 2 fois supérieur à celui de la ville de Lyon, par exemple. Donc, c'est objectivement beaucoup trop. Quand on compare par ailleurs à ce qui se faisait dans l'avenir, on voit qu'il y a 25 ans, on avait presque 2 fois moins de fonctionnaires et on avait plus de Parisiens. Donc le grand paradoxe, c'est que Paris a perdu de la population, mais les fonctionnaires, eux, ont augmenté. Il y a un effet croisé, il y a plus de fonctionnaires, il y a moins de Parisiens. On peut se dire finalement que puisque les Parisiens qui continuent de vivre à Paris ont toujours le sentiment d'avoir un service public municipal chaque fois inférieur, une ville plus sale, une ville plus dangereuse, une ville où les services publics sont moins assurés. On a parlé des places en crèche, 7000 places vacantes dans les crèches parisiennes. On se rend bien compte qu'il y a une forme de décorrélation totale entre l'explosion du nombre de fonctionnaires versus le service public rendu aux Parisiens. Par conséquent, il m'apparaît naturel de vouloir baisser le nombre de ces effectifs. Vous avez chaque année aujourd'hui, à la ville de Paris, 3500 départs naturels, c'est-à-dire le turnover de la mairie. Il peut s'agir de plusieurs choses. Vous avez des gens qui partent naturellement à la retraite. Vous avez des gens qui changent de poste parce que c'est comme ça dans une carrière. Ils peuvent aller ailleurs dans l'administration, ils peuvent aller dans une entreprise. En tout cas, ils quittent la mairie. Et vous avez des fins de contrat, donc des personnes qui étaient en CDD et qui s'en vont à la fin de l'année. Ces 3500 postes, pour l'écrasante majorité, on ne les remplacera pas. Vous voyez que ça fait un nombre de postes important déjà à la fin du mandat et encore plus à horizon de 10 ans. On les remplace dans les secteurs prioritaires, j'en ai cité 2, la petite enfance et la police municipale. Là, on a en effet besoin d'embaucher davantage. On a besoin de plus de monde. Pour les professionnels de la petite enfance, il faut embaucher à Paris aujourd'hui 1200 personnes si on veut remplir ces 7000 places en crèche avec le taux d'encadrement des enfants sur lequel évidemment il ne faut absolument pas revenir puisque comme je vous l'ai dit, le principe de précaution, appliquons-le en priorité à la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire à nos enfants. Pour embaucher ces 1200 personnels, la première des choses à faire, donc c'est privé et public confondus. Pour ce qui est du public, la mairie a la main puisque c'est elle qui fixe les salaires. Et là, on peut proposer un salaire à l'embauche de 10% supérieur. Grâce à ce salaire supérieur, 1, les postes seront plus attractifs et 2, ça permettra à certaines de pouvoir se loger. Et pour celles qui n'y parviennent pas, on accordera une priorité à l'accès au logement social pour les professionnels de la petite enfance. Vous avez chaque année 14 000 personnes qui sortent du logement social, ce qui fait, vous le voyez, beaucoup par rapport aux 1200 personnes qu'on cherche à embaucher aujourd'hui dans les crèches. Donc on pourra totalement leur accorder cette priorité.
Quelle autre question? Je vais retrouver tout ça. Donc l'insécurité pour les femmes dans les transports. Donc l'insécurité pour les femmes, évidemment, est un sujet majeur. J'interviendrai d'ailleurs à ce sujet précis le 30 janvier auprès de Boulevard Voltaire pour détailler les mesures sur la sécurité des femmes. Pour ce que j'ai dit, et c'est un sujet général qui concerne les femmes comme les hommes, les jeunes comme les plus âgés, vous avez une insécurité qui a explosé à Paris, elle a explosé ailleurs en France. Mais que peut faire la mairie ? Vous le savez, la police municipale parisienne aujourd'hui n'est pas armée. Ça fait figure d'exception parmi la majorité des communes de France, puisque 80% des polices municipales sont armées, y compris dans des villes de gauche, comme Bordeaux. À Paris, il y a eu un choix idéologique qui a été fait de ne pas armer la police municipale. Je crois que c'est irresponsable vis-à-vis des policiers, puisqu'ils sont eux-mêmes des cibles, qu'ils soient policiers nationaux comme municipaux. Quand vous avez écrit sur votre dos « police », forcément, vous suscitez de l'animosité, pour ne pas dire pire, dans la rue, et vous devenez une cible sur la voie publique. Ne pas les armer est donc premièrement irresponsable vis-à-vis d'eux. Deuxième chose, ne pas armer la police municipale rend votre police bien moins attractive, parce que les policiers ne veulent pas aller travailler dans une police municipale désarmée, d'une part pour le risque que j'ai évoqué, mais d'autre part parce que dans leur carrière, ça leur enlève quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne seront plus entraînés, qu'ils ne pourront plus aller tirer, par conséquent, ils peuvent perdre leur agrément, et donc ça n'attire pas une masse de profils qui pourraient vouloir venir demain travailler pour la ville de Paris. Avec l'armement de la police municipale, on va réussir à recruter tout ce dont on a besoin pour atteindre les 8000 effectifs de police municipale. Grâce à ce doublement des effectifs de police municipale, grâce au fait de les armer, on pourra mettre en œuvre un vrai plan de reconquête des quartiers sensibles de Paris. J'en ai cité quelques-uns, mais toutes les zones qui sont sensibles, il ne s'agit pas particulièrement de la porte de la Chapelle, de Stalingrad ou de la colline du Crac. On voit aujourd'hui que même sur les Champs-Élysées, même au Champ de Mars, on a des faits d'insécurité réguliers, récurrents, que les riverains se plaignent, et pas que les riverains d'ailleurs, les touristes. C'est la vitrine de la France, et devant ce qui est la vitrine de la France, je prends l'exemple des gares, Gare du Nord, Gare de l'Est, c'est la porte d'entrée sur Paris. Et même à ces endroits-là, aujourd'hui, on n'est pas capable de garantir la sécurité des Parisiens, des Français et de tous les touristes qui sont dans ces lieux-là. Donc un plan d'interpellation systématique. Avec la loi qui va très probablement être votée au printemps, on aura en plus la possibilité de verbaliser plus de délits qu'aujourd'hui grâce à la police municipale. Donc il va y avoir des prérogatives de police municipale qui vont être renforcées et qui permettront d'accentuer le caractère, je dirais, décourageant et de rétablir l'ordre grâce à la police municipale. Tout ce que l'État ne fait pas, ou ne peut pas faire, ou ne veut pas faire, nous le ferons. Évidemment dans la limite de la loi, mais tout ce qu'une police municipale peut faire, je le ferai à la tête de la mairie de Paris. C'est-à-dire que je demanderai aux policiers municipaux d'interpeller systématiquement tous les faits de délinquance sur la voie publique. Occupation illégale du domaine public, interpellation. On les emmène au commissariat, on les menotte, et s'il faut recommencer 10 fois par jour, on le fait. Vente de cigarettes de contrefaçon sur la voie publique, même chose. Trafic de drogue, évidemment, même chose. État d'ébriété sur la voie publique, même chose. Consommation de drogue sur la voie publique, même chose. Un plan d'interpellation systématique jusqu'à décourager la délinquance à Paris. S'il faut y retourner à chaque fois, on le fera. Devant la gare du Nord, devant la gare de l'Est, à Max Dormois. J'étais avec des buralistes vendredi encore, à Max Dormois, qui me racontaient comment la mafia afghane avait opéré cette mainmise. Alors évidemment, on le sait tous, on l'a tous lu dans les journaux, on sait ce que fait la mafia afghane à Paris, mais quand on le voit de ses yeux, des trafiquants de cigarettes qui viennent à l'intérieur même du bar tabac pour aller vendre leurs cigarettes aux clients, que vous avez des buralistes qui sont obligés de payer eux-mêmes de la sécurité privée pour garantir leur commerce, on n'a jamais entendu ce genre de choses à Paris. Demain, ça doit s'arrêter et la police municipale prendra toute sa part pour que ça s'arrête. Sur les mesures pour les femmes spécifiques, j'y reviendrai très bientôt, mais sachez que les femmes comme les hommes devront demain être en sécurité à Paris, que la mairie y prendra toute sa part. Sur la question spécifique des transports en commun, je proposerai l'aide de la mairie à la région pour pouvoir avoir plus d'effectifs dans les transports, donc à IDFM. Je leur proposerai 500 effectifs de police municipale qui pourront appuyer les effectifs de sécurité déjà présents dans les transports en commun parisiens. Sur le ministère de la Culture, écoutez, je vais me concentrer sur ma propre candidature. Moi, ce que j'ai dit, répété et ce que je vais vous répéter, c'est que dans cette campagne, mes adversaires n'étaient pas les autres candidats. Dans cette campagne, mes adversaires, ce sont les gabegies
l'insécurité, la saleté et tous les problèmes des Parisiens. Donc c'est contre eux que je vais me battre et c'est contre eux que je veux gagner demain. Pour ce qui est du parc social parisien, donc il est tout à fait possible de vendre des logements sociaux. Sachez d'ailleurs qu'il s'en est vendu 12 000 en France l'année dernière, que pour ma part, j'en vendrai plutôt 4 000 par an à Paris, que ça n'est pas non plus, alors on parlait de la loi SRU, ça n'est pas interdit d'être en dessous du seuil de 25%, puisque la ville de Paris était sous ce seuil jusqu'à cette année. La loi précise seulement qu'il y a un prélèvement sur l'écart de logements sociaux. Donc vous êtes prélevé d'un certain montant. Beaucoup de communes font plutôt ce choix, donc ça n'est pas de l'illégalité, c'est simplement que lorsque vous êtes en dessous, il y a un certain montant qui vous est prélevé. Quand on considère que le fait d'accéder à la propriété pour toute une classe moyenne qui vit aujourd'hui dans les logements sociaux serait une véritable justice sociale. Je vous prends un exemple de familles qui ont pu bénéficier d'un logement social il y a plusieurs années, qui à l'époque répondaient aux critères de revenus, c'est-à-dire qu'ils avaient à ce moment-là des revenus modestes qui justifiaient qu'ils puissent avoir accès au logement social. Depuis, pour nombreuses de ces familles, ils ont travaillé, ils ont gagné leur vie, leurs revenus ont évolué, puisque ça fait des années maintenant, ils ont fait une carrière, leurs revenus ont évolué. La loi aujourd'hui ne vous permet pas de les sortir du logement social, malgré le fait qu'ils ne correspondent plus aux critères d'attribution du logement social. En revanche, vous pouvez leur proposer de devenir propriétaires de leur logement. Comme je vous l'ai dit, c'était 12 000 accession à la propriété pour des locataires de logements sociaux l'an dernier, 12 000 ventes en tout cas. On pourrait faire la même chose à Paris, à raison de 4 000 par an. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisque c'est la ville qui est le bailleur principal, on peut déjà vendre moins cher que le prix du marché pour leur permettre d'accéder à la propriété. La mairie a aussi la main sur les droits de mutation à titre onéreux, 6,3%, qu'elle peut abaisser, voire même dont elle peut exonérer les primo-accédants, ce qui est permis aujourd'hui à Paris. Donc demain, pour quelqu'un qui veut accéder à la propriété à Paris, on sait en plus que la propriété a un effet bénéfique dans ces logements, que le sentiment de copropriété responsabilise. Donc ce sera certainement des espaces publics mieux entretenus, mieux aménagés, un plus grand respect. Et ce sentiment de copropriété peut contribuer à résoudre les problèmes d'indignité parfois dans certains logements sociaux. Quoi qu'il en soit, cette politique folle de logements sociaux engagés par la mairie de Paris, on va y mettre un terme. Non seulement parce que ça a endetté la ville à des hauteurs jamais égalées, mais en plus parce que la mairie a réfléchi de manière très court-termiste en percevant des loyers sur 60 ans avec ces fameux baux amphithéotiques et en pénalisant toutes les générations d'après qui seront, si elles sont responsables, obligées de faire comme moi un plan d'économie massif. Je pense en tout cas que sur cette question budgétaire, j'ai le seul programme qui permet de résoudre plus de 2 décennies de folie budgétaire engagée par la ville de Paris. Je vérifie que j'ai bien répondu à tout. Sur la baisse des impôts. Donc ouais, et sur les voies sur berge. Donc, à horizon de 10 ans, c'est 11 milliards de baisse d'impôts. À l'horizon du mandat, c'est 6,7 milliards de baisse d'impôts. Vous allez avoir un tableau budgétaire qui va tout récapituler et qui va vous dire ce qu'ont coûté chacune des mesures que j'ai proposées. Vous aurez également donc, sur le site le montant que coûte chacune des baisses d'impôts. Donc, pour vous donner un exemple, la division par 2 de la taxe foncière, c'est 950 millions d'euros sur le mandat, qui est largement financé, comme vous l'avez vu, par un plan d'économie de 10 milliards sur 10 ans. Il y a aussi des recettes, des rentrées pour la mairie. La vente de 10% du parc de logement social nous permettra d'avoir des recettes de 8 milliards sur le mandat et de 10 milliards à horizon 10 ans, ce qui nous permet de baisser les dépenses pour baisser les impôts, tout en réussissant à désendetter la ville. C'est-à-dire que ce qu'on arrête de dépenser, les gabegies qu'on arrête, la division par 2 des effectifs de la mairie, l'arrêt de certaines dépenses, tout ça nous permet de baisser les impôts massivement. Et la vente du parc de logement social ou de certains bâtiments qui appartiennent aujourd'hui à la ville de Paris, y compris d'ailleurs en dehors de Paris, avec une absence totale de stratégie foncière, donc la ville de Paris n'est pas un bon propriétaire. Tous ces bâtiments qu'on va vendre, le logement social qu'on va vendre à leurs occupants, ça nous permettra de récupérer des recettes qui nous permettront de désendetter la ville. Et enfin, sur le projet des voies sur berge,
Je vais publier dans les heures qui viennent, ou peut-être demain, une vidéo qui montrera très précisément comment est-ce que cela va s'insérer dans la splendeur de Paris, comment est-ce que cela va respecter tous les critères esthétiques de la ville de Paris. Aujourd'hui, vous avez eu donc ces voies sur berge qui avaient été construites en 1967, dont le lancement avait été fait en 1967. Vous avez eu cette fermeture qui a causé tous les problèmes que j'ai cités tout à l'heure dans mon discours. Vous verrez à quel point c'est respectueux de l'environnement parisien, à quel point cette plus belle promenade du monde, à mes yeux, je ferai tout pour convaincre les Parisiens que c'est un beau projet. Et une fois de plus, avec moi, ce seront eux qui décideront. Donc, ils décideront de voter ou non pour cette rouverture des voies sur berge et la création de cette promenade. C'est le seul projet d'aménagement de la voie publique de plus de 10 millions d'euros dans mon programme, car comme je l'ai dit, avec moi, Paris ne sera plus un chantier. Donc on arrêtera ces constructions intempestives où on construit pour casser, puis pour réparer, puis pour refaire, parce qu'on n'a pas prévu en avance les effets que ça allait avoir sur la voirie, sur la circulation, sur le bruit, et surtout sur les conséquences néfastes pour tous les riverains comme pour tous les automobilistes. Cette fois, le projet sera réfléchi bien en amont. Avec la maquette du numérique de Paris, on le simulera, et les Parisiens pourront ensuite voter pour ça. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais, merci beaucoup. Et le livre du programme sera bientôt disponible.